Mesdames et messieurs, rebonjour et merci de rester fidèles à nos programmes. Nous sommes à présent à l'heure de l'entretien. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous recevons, on va dire, un grand témoin de l'actualité, journaliste et ancien rédacteur en chef du journal télévisé de l'OATB. Je veux présenter Constant Agbédinkoum. Bonjour. Bonjour, cher ami François Xavier. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, je le disais, on va faire quelque peu le tour de l'actualité nationale. On va peut-être commencer par ce que je peux qualifier de bisbille à l'Assemblée nationale autour de ces questions de désignation des représentants du Parlement dans les organismes internationaux et cette désignation qui a fait polémique aussi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Autour de cette question, minorité, majorité, configuration politique. Déjà, comment avez-vous observé toute cette séquence ? Merci beaucoup. Je salue nos amis téléspectateurs et téléspectatrices et vous qui vous battez ici pour que nous puissions être informés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, très souvent, quand il s'agit de désigner certains députés dans des structures, que ce soit nationales ou internationales, ça pose toujours problème. Parce que vous savez, il y a la majorité qui veut prendre le gros lot, et il y a une minorité qui revendique. C'est normal, hein, c'est le jeu démocratique. Je crois que et le bureau de l'Assemblée nationale et les différentes commissions permanentes, les honorables députés doivent s'écouter et faire en sorte que nous sentions que c'est la vivacité politique, je dirais l'entente cordiale. Ces choses-là, on ne peut pas les régler par une seule volonté. Non, ça doit être une entente et je crois que nous avons l'expérience de ces choses-là. Hein, comme je vous l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, moi, ça ne me gêne pas tellement. Je sais que ils finiront par s'entendre, les honorables députés. Bon, on va dire que la Cour constitutionnelle est chargée de trancher la question. Oui. La nouveauté dans ce débat, nouveauté entre parenthèses, c'est cette question de majorité-minorité. Le parti d'opposition qui se réclame être la seule minorité de l'Assemblée nationale, le bloc républicain, eu égard au même nombre de députés, se réclame aussi une minorité. Et donc, les partis de la mouvance ont clamé qu'il faut tenir compte de la configuration politique et non un concept de majorité-minorité, en faisant la différence entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Oui. Oui. Ce qui est certain, dans tout système politique, il y a une majorité et une minorité. Oui. Hein, je crois. On ne peut pas refuser cela. Et à l'Assemblée nationale, c'est clair. Ouais. Quand vous voyez déjà le bureau de l'Assemblée, il y a un seul député de la minorité. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et le gros lot, c'est la majorité présidentielle. Ce qui serait bon, c'est de faire en sorte qu'on puisse laisser quelques places à la minorité. Il ne faut pas que la majorité prenne toutes les places, tous les postes. Non, c'est pas bon. Voyez-vous, quoi qu'on dise, ils finiront toujours par s'entendre. Hein. C'est un jeu politique. Et à la fin, quand les gens ont saisi, la Cour constitutionnelle a reconnu qu'il faut faire en sorte que la minorité prenne quelques postes au niveau des commissions permanentes. Je crois qu'il faut le faire. Il faut faire non, justement, ça a été fait, mais ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que le Parti des démocrates se refuse systématiquement à prendre la place qu'on lui accorde et exige une autre péréquation. Je crois qu'il faut les comprendre. Ils disent que c'est des postes qui ne valent pas la peine, qu'on leur propose. Mais est-ce que c'est sérieux que des députés, quel que soit le camp d'ailleurs, il y a un règlement intérieur que des élus disent, voilà, ce poste, voilà, tel autre poste du bureau des commissions permanentes n'est pas, voilà, ne correspond pas à grand-chose. C'est humain, c'est humain. Quand vous faites partie de la majorité, vous auriez aimé rafler les postes les plus importants. Ouais. Président de commission, vice-président, secrétaire. Ce qui est certain, pourquoi ne pas laisser une commission, la présidence d'une commission au Parti démocrate? Ça ne gêne rien, ça ne gêne rien. Tout ça, ça fait partie, je dirais, de l'essence démocratique, de l'évolution démocratique.
Et ça peut nous permettre de mieux nous entendre. Parce que ce n'est pas une affaire de guerre. Non. Il faut s'entendre, il faut échanger, il faut discuter. Et on finit toujours par s'entendre. Ce qui est certain, on a affaire qu'à des Béninois. Oui. Ceux qui sont là, il n'y a pas d'étrangers. Donc nous devrions nous entendre pour laisser une commission, la responsabilité d'une commission permanente. Donc vous en appelez à l'évolution du règlement intérieur, puisque de toute façon, au niveau du cas présent, on peut difficilement y revenir, puisque les jeux sont actés. Les jeux sont faits. On devrait aller, pour vous, à une évolution du oui, c'est-à-dire que nous aurons encore à vivre ça certainement à la prochaine mandature. Oui. Donc pourquoi ne pas commencer par réfléchir et pour que prochainement on ne vive plus les mêmes difficultés. Ce qui est certain, on ne peut plus reprendre maintenant. C'est pas évident. C'est vrai, ils sont fâchés, les démocrates nous disent quand même, vous avez tant de postes et vous ne pouvez pas nous laisser la responsabilité d'une commission permanente. Ça se négocie. Moi, je crois que ces choses-là, on peut négocier. Les responsables du Parti démocrate peuvent très bien voir les autres et dire, écoutez, vous avez plusieurs postes au niveau des partis, des commissions permanentes. Pourquoi ne pas nous laisser une seule commission permanente où nous allons diriger? Je crois que ces choses-là, ça se négocie. Même dans les vieilles démocraties, on négocie. Mais bien sûr, la majorité veut toujours commander, diriger. C'est humain aussi. Ceux qui le disent aujourd'hui, qui sont de la minorité, demain, quand ils seront majoritaires, ils voudront faire la même chose. C'est le jeu démocratique qui évolue toujours. Et c'est toujours un peu de brin politique qui s'y mêle. Parce qu'on dit, écoutez, nous voulons aussi bénéficier, parce que tout cela, c'est lié aussi aux avantages. Il ne faut pas oublier. Exactement. Il y a des avantages. Et on dit, écoutez, la minorité veut aussi partager ses avantages avec la majorité. Voilà. Au-delà de toutes ces esclandres, en tout cas, est-ce que, en tant que citoyen, en tant qu'observateur, on peut tout au moins se réjouir que le Parlement soit à nouveau animé? Oui, il le faut. Même si ce n'est pas à cela que ça se juge, la vitalité démocratique. Tout à fait. Ouais. Mais on aurait aimé quand même une vitalité au niveau du Parlement. On sait très bien que c'est un siècle hautement politique, oui. C'est vrai, mais nous avons affaire des Béninois qui veulent construire aussi leur pays. Donc, les responsables au niveau du bureau, au niveau des commissions permanentes, au niveau de la conférence des présidents, qu'on s'entende, qu'on négocie, qu'on discute, et qu'il y ait de la vivacité. Un Parlement qui ne vit pas, où on n'échange pas, on ne discute pas, on a l'impression que c'est monotone. Et que c'est la monotonie, c'est comme s'il y a un seul parti qui est représenté. Non, la vivacité, les échanges, ça permet de mieux se connaître et de mieux faire face aux priorités qui s'imposent au développement du pays. Voilà. En parlant de débat, la précédente mandature a quelque peu été, on va dire, tensée par le manque de vulgarisation des tests, des débats auxquels on était habitué par le passé, par l'entremise de la chaîne nationale que vous connaissez très bien, les retransmissions, ainsi de suite. Oui. On a vu, de ce point de vue, une certaine évolution avec TV Hémicycle qui est apparu et qui est sur la TNT. En tant que ça, c'est pour le professionnel du métier. Comment vous observez ces mutations en ce qui concerne la vulgarisation de ce qui est fait au Parlement? Je suis très heureux de vivre cela. On savait déjà que Radio Hémicycle existait et que les collègues l'animaient bien. Ça nous permet de suivre en temps réel les débats, les discussions, les échanges au Parlement. TV Hémicycle, c'est une très bonne initiative. Vous savez, dans les grands parlements, il y a toujours, que ce soit en Europe ou même en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays, même en Afrique du Sud, le Parlement a sa radio et aussi sa télévision. Ça permet de rendre compte à tout instant du débat au niveau du Parlement. Et ça aide les citoyens à comprendre, à suivre. Parce que on peut pas, tous les débats ne peuvent pas être en direct. Je ne suis pas sûr. Ouais. Il y a des moments où on veut
s'accorsent, où on se dit la vérité et on n'aurait pas aimé toujours vivre tout cela en direct. Parce que parfois ça chauffe, hein, entre guillemets. Ah oui, parce que nous on avait l'impression que par le passé, systématiquement tout se faisait en direct. Non, on ne peut pas faire tout en direct. Il y a des moments où on enregistre et on fait un petit montage. Parce qu'il y a des propos qui sont tenus et nous voulons évoluer. Le Parlement aussi doit servir de modèle à la jeunesse. Vous savez, les jeunes aussi commencent par s'intéresser à la politique. Et si tout ce qui se fait au Parlement, que nous critiquons parfois, on doit montrer tout cela à la jeunesse, c'est à croire que nous sommes, excusez-moi, dans une jungle. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut échanger, il faut discuter. Il faut qu'on sache que la minorité et la majorité travaillent pour le pays. Il ne faut pas croire que c'est seulement la majorité qui aime le pays ou la minorité seule. Non, c'est l'ensemble en fait qui travaille pour le pays et qui nous aide, nous citoyens, à comprendre ce qui se passe. Et c'est important de vulgariser les tests. Je me suis rendu compte qu'il y a eu tellement de lois qui ont été votées à la dernière mandature et on se demande, est-ce que les gens connaissent tout ça? Nous avons compris que certains n'ont même pas lu. C'est-à-dire que des députés votent, mais ils ne savent pas toujours le contenu. Puisqu'on ne lit pas tout. Ils n'ont pas le temps de tout lire. Alors que bon, si on veut, on peut tout lire. Ah oui, on aurait aimé voir les députés s'occuper de la lecture des lois qui leur sont présentées. C'est important. C'est comme si vous ne connaissez pas le contenu, mais vous le votez. Hein? Je reviens sur ce que vous avez dit à l'instant. Donc pour vous, il est utile de censurer parfois ce qui est dit au Parlement. Donc on va dire ces séquences iconiques qu'on a eues par le passé, Epiphane Quenom, c'est pour vous, en tant que professionnel, ces séquences-là n'auraient pas dû être montées. Il y a des séquences qu'on ne devrait pas monter, qu'on ne devrait pas montrer. Vous vous rappelez un peu, paix à son âme, Tidjani Serpos, qui tapait sur la table, qui criait, qui tenait à parler. Et on dit, le président qui dit, je ne vous donne pas la parole, laissez les autres parler, quand ce sera votre tour, vous aurez la parole. Et je me rappelle que mon doyen s'entêtait et tenait à parler. Certains me diront, c'est une vivacité. C'est aussi, je dirais, un coin par rapport aux débats qui sont menés à l'Assemblée. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent qu'on perd du temps, qu'on ne pense pas aux choses sérieuses, qu'on n'étudie pas assez les tests, et qu'on passe là-dessus. On ne connaît pas toujours le contenu exact de ces lois qu'on vote. C'est pas normal. C'est pas normal. De temps à autre, on peut censurer. On ne peut pas tout montrer. Dans un débat, il y a parfois des écarts de langage qui nous choquent. On dit, c'est ce député qui parle comme ça. Et il s'adresse à qui? Il arrive des moments où les députés prennent la parole et s'attaquent au président de l'Assemblée. Ça ne laisse pas toujours un bon goût. Donc on aurait aimé qu'ils se comprennent, qu'il y ait du respect. C'est une grande institution. C'est la seconde institution, vue de l'État, vue de la Constitution. Et pourquoi on n'aurait pas aimé respecter cette institution? Les hommes qui la dirigent. Et que pour parler, qu'il y ait de la bienséance, qu'il y ait du respect. Parce qu'on a fait une grande institution. Dans d'autres pays, on a vu où ils en sont venus même à la main, à se battre. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. J'en ai vu au Kenya, j'étais très gêné, j'en ai vu en Irak. Et je me suis dit quand même, on devrait dépassionner le débat. Faire en sorte que les citoyens qui suivent les débats tirent des enseignements pour l'avenir. Parce que ces jeunes-là peuvent aussi, aspirent demain aussi peut-être à devenir députés. Et il ne faut pas qu'ils prennent de mauvais exemples. C'est un modèle qu'ils veulent connaître, qu'ils veulent suivre, qu'ils veulent apprécier. Et donc il faut qu'on leur donne l'occasion de vivre ces moments-là pour demain savoir qu'ils ont un Parlement qui réfléchit, qui discute, qui échange et qui vote des lois qui nous permettent d'évoluer. Voilà. Nous allons passer à un autre sujet de notre entretien. Et ça concerne encore un domaine, en tout cas un secteur que vous connaissez très bien, c'est le secteur des médias qui, ces derniers temps, les journaux font
étale beaucoup d'affaires de corruption et de supposées malversations, évidemment sous réserve de la vérité judiciaire. Qu'est-ce que ça vous laisse, ça vous inspire comme c'est en tout cas la fréquence de ces affaires qui sont étalées à la une des journaux? Je dois dire que ça me gêne énormément. Vous savez, nous devons faire un effort de réarmement moral. Quand même, un chef d'État qui vous fait confiance, le président de la République veut bien faire confiance à tous les cadres qui sont à des postes de responsabilité. Quand on vous met à un poste de responsabilité, il faut bien gérer. Si c'est une société, il faut bien gérer. Une entreprise doit être bien gérée. Ensuite, on doit faire un effort. Le bien public n'est pas un bien personnel. J'ai le sentiment que certains cadres foulent aux pieds, je dirais, leur responsabilité, leur conscience professionnelle. Je ne dis pas que tous les cadres béninois le font. Je ne dis pas aussi que du jour au lendemain, on ne va plus parler de la corruption, on ne va plus parler de mauvaise gestion, de malversation financière. Non. Sous tous les cieux, ça existe. Ce que nous voulons, c'est diminuer la fréquence. C'est faire en sorte que quand on vous met à la tête d'une entité publique, que vous gériez cela de façon convenable. C'est une confiance. Quand on dit il est DG de telle société, ah oui, c'est lui qu'on a nommé directeur technique, c'est lui directeur commercial, que vous soyez dans votre gestion irréprochable. J'aurais bien aimé. Mon papa me le disait souvent, paix à son âme, Constant, le bien public, c'est pas un bien personnel. Et vous savez, la génération de nos papas, c'est des gens qui ont bien géré. Hein. Quand vous prenez la génération des présidents Magar ou Madegbe, c'est la gestion rigoureuse, avec tous les cadres qui concourent, qui ont milité dans des partis, hein, qui nous ont conduits à l'indépendance, et un peu après l'indépendance, c'est la bonne gestion. Hein. Et dans le cas, on peut parler de modèle. Mais avec le temps, la bonne gestion a déserté le forum. Et des cadres à qui on fait confiance, qui sont de bonnes compétences, c'est pas la compétence qui manque, se laissent aller. Et sont tentés de mal gérer, de détourner les fonds publics. C'est gênant, c'est gênant. Je vous avoue que quand je prends ma génération à moi, nous qui avons travaillé à l'ORTB par exemple, Francis Jossou, André Maï Johnson, Vincent Lassi, les frères Mignon, Justin et Gérard, Philippe Lunsek, Joël Rondolo, Isidore Zissou, Marcel Tchobor, ces gens-là, nous n'avons jamais touché aux deniers publics. Parce que c'est pas pour ça que nous sommes là. Et pourtant, nous gérions des finances. Ah oui, le rédacteur en chef a une petite enveloppe à sa disposition pour les menus dépenses. Pourtant, il ne m'est jamais arrivé de dépenser comme je veux et de ne pas pouvoir justifier. Pareil pour tous ces collègues dont je viens de vous citer les noms. Nous, on ne se mêle pas de mauvaise gestion. Au contraire, nous critiquons la mauvaise gestion. Vous dites non, c'est pas normal parce que l'ORTB n'a pas beaucoup de finances, n'a pas beaucoup de moyens. Et le peu qu'on nous donne, il faut bien gérer cela. C'est des ressources insuffisantes. Et quand je vois que le chef de l'État vous fait confiance, vous nomme à un poste, prenons le cas de la SBE. C'est le cas qui me choque le plus. Vous vous rappelez, c'est d'abord un Béninois qui était à la tête de la SBE. Ensuite, le président dit qu'il veut plus de compétences, plus de performances pour la société. On a fait venir d'abord un expatrié. Je crois un Canadien d'ailleurs. Voilà, quelques temps après, il a été démis de ses fonctions. Parce que le président a estimé que ce sur quoi ils se sont entendus, c'est pas ça qu'il a eu en année et lieu. Et que ce n'est pas ça. Et qu'on aurait pu gérer mieux. Ensuite, on a nommé un autre, toujours un expatrié. Et ce que j'apprends maintenant là, comment on va chez quelqu'un qui est responsable, un des responsables de la maison, et qu'on trouve plus de 300 millions chez lui. J'estime que les informations qu'on nous donne sont crédibles. Je n'ai pas de circuit crédible pour vérifier ces informations. Mais il se fait que... On ne le répétera jamais assez, c'est la vérité judiciaire qui compte. Voilà, qui va nous dire. Ouais. Ce qui est certain, j'ai appris que certains sont déjà déposés en prison. Ouais. Ça veut dire que la justice suit son cours. Et que nous aurions aimé savoir ce qui s'est passé exactement.
La différence, c'est quoi? C'est que sous d'autres régimes ici, dans ce pays, on détournait et personne n'en parlait. Aujourd'hui, il est clair que si vous détournez, on va en parler. Et que vous aurez à répondre de vos actes devant la justice. Comme le porte-parole du gouvernement l'a dit, notre collègue ami Wilfried Léon Rouidji, oui. Tous ceux-là qui sont auteurs de malversations financières, de détournement de fonds publics, répondront de leurs actes. Il n'y aura pas de cadeau à faire à quelqu'un. Parce que ces parents à nous, ces peut-être aînés ou ces jeunes frères à nous qui sont à la tête de ces entreprises, il faut bien les gérer. Nous n'avons pas assez de ressources. Et nous nous battons. Quand nous voyons ce qui se passe, tous ces grands chantiers qui sont ouverts, mais il faut de la bonne gestion. Sinon, parfois, c'est l'argent du contribuable béninois. Et le béninois ne veut pas qu'on lui dise que le peu qu'il a cotisé, le peu que les partenaires ont mis à leur disposition, sont mal gérés ou détournés. C'est pas normal. C'est pas normal. Faisons un effort. Je ne dis pas que nous sommes tous saints. Je dis qu'il ne faut pas n'est pas un saint. Je dois avoir mes défauts. Mais je n'ai pas de défaut pour mal gérer ou détourner les fonds publics. Ouais. Mon papa me le disait, Constant, le jour où je l'apprendrai à l'ORTB, je vais te maudire. Papa disait au point, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Parce que lors du conseil, les résultats du conseil des ministres, le compte rendu, c'est là où on apprend que tel a détourné, qu'il y a eu telle commission d'enquête qui est allée, mise sur pied par le gouvernement. Papa dit, tu entends ce qu'il y a là? Ceux-là, ils sont en train de salir l'image de leur famille. D'abord, vous-même, vous salissez votre image. En tant que DG, où on vous applaudit, où on dit que, bon, c'est un bon gestionnaire. D'abord, on se rend compte que vous avez été un bon gestionnaire, c'est pourquoi on vous a nommé. Ouais. Et le résultat, c'est cela. On a détourné à la SBE, on a détourné à la SONEF dans ce pays, on a détourné à l'ANAT. Vous vous rappelez? Alors tout ça, là, c'est pas bon signe. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'aurais aimé avoir des gens capables de bien gérer les sociétés, les entreprises, pour que nous puissions laisser, je dirais, des empreintes sérieuses et merveilleuses à la génération qui va nous suivre. S'il y a trop de détournements, il y a trop de corruption, il y a trop de malversation, les gens peuvent se dire, mais nous sommes dans quel pays? Voilà. Et s'il y a évolution par rapport aux mœurs, donc nous devons bien gérer nos entreprises. Je ne peux pas ne pas en parler, même si encore une fois, cette information est sujette à caution, en attendant ce que la justice en dira. Apparemment, un journal de la place a titré que même dans notre, on m'a dit, dans notre maison commune, dans notre maison de tutelle, quelques cadres auraient trempé le doigt dans le pot de confiture. Vous voulez parler de la RAC? De la RAC. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de vérifier. De corroborer cette voilà. Je dis encore une fois, nos collègues qui sont dans ces médias, qui sont dans ces rédactions, je vais d'abord les prier de toujours faire un effort pour nous donner des informations justes. Parce que quand vous donnez une mauvaise information et qu'après on se rend compte que vous n'avez pas vérifié les faits, soyez capable de répondre de ces faits, de ce que vous avez dit dans la presse devant la justice. Vous savez, les gens ne nous font pas de cadeaux. Donc il faut faire un effort pour donner une vraie information. Parce que vous l'avez vérifié. Ça peut se vérifier. Je ne dis pas que l'organe qui a donné cette information a vu mauvais. Je ne vais pas le dire pour l'instant parce que je ne sais pas de quoi se retourne tout cela. Ouais. Ce qui est certain, s'il arrivait et que certains de nos collègues qui sont au niveau de la RAC, ça peut être du personnel. Oui, on parle de l'administration. Voilà, de l'administration. Ouais. Ce ne serait pas bon signe. J'aurais aimé avoir une RAC au-dessus de tout soupçon. Des personnels compétents qui nous aident à comprendre les choses, qui travaillent bien pour l'évolution. Parce que ça devrait être un modèle pour nous, pour les autres. On peut dire, voilà une institution qui est bien gérée, où il y a de la rigueur, il y a de la compétence, et que ça devrait être ce que nous voulons pour les autres institutions de la République. C'est pas bon. Quand on apprend qu'on a détourné dans une institution de la République. Voilà. Vous savez, les institutions de la République, c'est un peu le cadre de vie pour l'évolution normale, démocratique, sérieuse
et, je dirais, compétente. On ne devait pas faiblir. Nous ne devons pas être, je dirais, à chercher à gauche, à droite, pour détourner le peu qu'on a mis à la disposition de cette institution. Ce serait une très mauvaise chose. Donc, que la justice poursuive les investigations pour que nous soyons vraiment informés de ce qui s'est passé. Voilà, il est important. Encore une fois, je ne me lasserai jamais de le dire, que ces informations sont sujettes à caution. Tout à fait. En attendant, on n'a encore aucune véracité. On n'a encore une véracité. Oui. Voilà. Mais plus globalement, pour cette affaire de corruption, mais est-ce qu'on peut tout au moins se féliciter de ce que les institutions, les structures qui sont mises en place pour veiller au bon grain fonctionnent. Apparemment, l'IGF et puis l'Inspection générale des finances, la brigade économique et financière, apparemment ces structures travaillent de façon assez efficace puisqu'elles mettent au goût du jour, en tout cas, certains faits, quitte à ce que la justice tranche en dernier ressort. Donc, est-ce qu'on peut se féliciter quand même que le système fonctionne? On doit beaucoup les féliciter. Je vous avoue, c'est pas facile. Vous savez, ces gens-là, ils devraient être, et ils le sont pour l'instant, par rapport à ce que je constate, au-dessus de la mêlée. C'est vrai. Vous savez, à côté du bon grain, de temps à autre, il y a l'ivraie. Ouais. Mais de façon générale, toutes les institutions que vous venez de citer, l'Inspection générale de l'État, l'Inspection générale des finances, la brigade économique et financière, par rapport à ce que j'entends, que je vois, ils font du bon travail. Franchement, les cadres qui sont là font du bon travail. Nous avons même appris que certains leur proposent de l'argent pour les corrompre. Et ils n'arrivent pas à être corrompus. C'est pas facile. C'est en cela qu'on doit les féliciter. Et leur donner les moyens. Il faut que, si on veut que ces institutions soient au-dessus de la mêlée, qu'ils fassent du bon travail, qu'ils arrivent à dénouer les jeux, pour que nous puissions comprendre ce qu'il y a, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Qu'ils ne soient pas tentés. Hein, parce que parfois, c'est que quand vous n'avez pas les moyens que vous êtes tentés. On vous propose de grandes sommes, vous n'avez jamais vu ces couleurs-là, vous êtes tenté. Alors que quand vous êtes bien payé, vous avez les moyens qu'il faut, on aime travailler. Et on veut se dire, il faut que je donne la mesure de la compétence, de la confiance qu'on a placée en nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc je dois les féliciter, je les encourage vivement de continuer dans ce sillage-là. Voilà. Nous savons tous, vous l'avez rappelé à bon escient, que la lutte contre la corruption, c'est, disons, il n'y a pas de corruption zéro, c'est un cheminement, c'est une lutte constante. Mais est-ce qu'on peut au moins questionner, disons, disons la structuration de la répression qui est opposée à cette déviance? Apparemment, les peines lourdes auxquelles la criette nous a habitués, oui, ne dissuadent pas pour autant, ou ne dissuadent plus. Est-ce qu'il y a, disons, quelque chose d'autre à ajouter au dispositif de dissuasion et de répression? Personnellement, je crois que les dispositifs sont en bonne place. Vous savez, au contraire, je me plais souvent à dire que la criette propose de très lourdes peines. Oui, mais apparemment 10 ans, oui. Ça ne fait pas peur. Je suis sûr que ça fait peur. Ce n'est pas le rythme de détournement qui devrait nous permettre de dire si les peines sont lourdes ou pas. Non. Vous savez, celui qui vit un détournement, qui gère mal, il vit la lourde peine. C'est nous qui croyons que ça ne fait pas mal. Imaginez-vous quelqu'un qui fait 10 ans dans une prison. Ce que vous pouvez faire quand vous avez la liberté d'aller et de venir, de travailler, d'être avec votre famille, les enfants, madame. Pendant 10 ans, on vous empêche d'évoluer. Vous êtes là dans un cachot, avec toutes les peines, toutes les difficultés qu'un prisonnier peut vivre. Moi, je dis toujours, je prie Dieu de nous épargner la prison. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, non, le gendarme est toujours là. Et la peur du gendarme est toujours là. Seulement, il y a toujours des cadres délicats qui font fi de leurs responsabilités et qui oublient qu'ils ont une conscience professionnelle. Non, je préfère qu'on continue comme ça, avec la criette. Ce n'est pas parce que
il y a trop de détournements, il y a trop de corruption, qu'on va dire on va durcir les peines. Non. Il faut aussi que les peines puissent nous permettre de, je dirais, de nous adapter. De savoir que c'est une école qu'on doit apprendre. Vous savez, la famille a une lourde responsabilité dans l'encadrement et l'éducation. Moi, mon père, je donne souvent cet exemple parce qu'il le répète tout le temps. Le jour où j'apprendrai que tu t'es mêlé à de hautes corruptions, à des détournements de fonds constants, je dis, papa, je ferai l'effort. Je ne serai pas tenté. Pour que je veux le mettre à l'aise. Pour qu'il sache que l'éducation qu'il m'a donnée, je vais montrer que j'ai été bien éduqué par mon père, par ma famille. Donc, de plus en plus, nous devons éduquer nos enfants. Pour leur montrer que le bien public, il faut le préserver. Ce n'est jamais un bien personnel. Ce n'est pas un bien de la famille, non. C'est de toutes les familles du Bénin. Et chacun, à son poste de responsabilité, doit se dire, qu'est-ce que je fais pour le bien public? Est-ce que je le préserve bien? Est-ce que je fais en sorte que la confiance qui a été placée en moi perdure? Ceux qui viennent de se faire honner, ce n'est pas l'État qu'ils ont honné, hein? Pas du tout. C'est leur personnalité, c'est leur famille. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur confiance et que, a priori, on devait mettre en confiance quelqu'un. Quand vous confiez une responsabilité à quelqu'un, vous devez pouvoir savoir qu'il est là et qu'il veut bien gérer pour la satisfaction de tous. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut continuer à sanctionner. Si c'est dû, continuons à le faire pour que nous puissions dissuader ceux qui sont des spécialistes ou des professionnels de détournement de fonds publics. Voilà, vous parliez d'éducation, vous parliez du cercle familial. Est-ce qu'il n'y a pas un manquement, une faille de ce côté-là, le volet éducation, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos médias, que ce soit en tout cas ce côté vulgarisation. Ça a commencé, on a vu récemment des spots à propos de la cybercriminalité, tout à fait. De la vulgarisation. Est-ce que cet effort ne doit pas être constant pour que même dans le cursus de des écoles, ainsi de suite, ça devrait être cela. Ça devrait être cela. C'est-à-dire, j'ai toujours dit que même si nous avons un bon programme, il faut toujours réaménager. Il faut toujours faire évoluer. C'est déjà à l'école primaire, qu'on devrait commencer par dire, ah non, le bien public, il faut le protéger, il faut le préserver. Ce n'est pas un bien personnel. Et je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon cher François-Xavier, il faut un réarmement moral. Et ça, l'État a une responsabilité à le faire. La presse a une lourde responsabilité, puisque nous donnons l'information. Dans nos programmes, nous devons trouver des créneaux pour éduquer l'opinion publique, pour éduquer nos enfants, les élèves, même les étudiants. Mais parfois, c'est quand nous terminons nos études, que nous avons les diplômes, que nous trouvons un job, et qu'on arrive à nous nommer. Les directeurs de ceci, les directeurs généraux, directeurs techniques, directeurs commerciaux. Et c'est parmi ceux-là qu'on découvre des cadres incompétents, indélicats et de mauvais gestionnaires. Nous devons, dans nos familles, commencer par le dire. L'école prend la relève. Et il doit y avoir des émissions où nous devons toucher du doigt ce qui est important pour notre famille, pour nos besoins, pour l'État, pour la nation. Le développement d'un pays, c'est une longue chaîne d'éducation, d'actes à poser, de valeurs morales, de valeurs intellectuelles, de valeurs sociales. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il faut continuer. L'État d'abord ne doit jamais se décourager. Il faut dire, oh, malgré tout ce que nous faisons, l'expo, la sensibilisation, le réarmement moral, rien ne marche. On a l'impression qu'on regresse. Non, non. Ceux qui sont là, qui observent, savent qu'il y a des dévolutions. Et bon, l'État peut se dire, tout ce que je fais là, mais pourquoi je le fais? Je ne sens pas une vraie évolution par rapport, je dirais, aux sujets préoccupants qui sont les nôtres. Non, il faut continuer, il ne faut pas se décourager. Voilà. Nous allons parler maintenant de politique, parce que l'actualité aussi bruisse de quelques événements. Ce qu'on peut, le moins qu'on puisse dire, c'est que on peut tout au moins observer
une kyrielle de mouvements qui suscite à tour de rôle la candidature d'Olivier Bokor. Comment vous observez ce, disons... Au départ, je me suis dit, est-ce que c'est déjà le moment? Dès qu'ils ont commencé à Porte-Novo, ensuite c'est au nord, c'est à Boumé-Kélavi, c'est à Cotonou, le week-end. J'ai dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que nous n'allons pas vite en besogne? Et certains parents m'ont dit, non, Constant. On dit souvent que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Je dis, ah bon, déjà, à ce niveau-là, moi je me suis posé beaucoup de questions. Quand vous voyez le nombre de chantiers ouverts par le président de la République, est-ce que je me pose la question, est-ce que c'est ce qui ne devait pas nous mobiliser maintenant? Voyez-vous? Le PAG2. Imaginez tous ces chantiers-là. À Vlekete, Marina, 300 milliards à Ouida. Je me suis amusé à rester un peu loin et à admirer tout ce qui se fait. On veut réhabiliter le palais de Niki. J'ai vu la maquette, je dis, mon Dieu, c'est très joli. On veut construire le musée international de Vaudou à Porto-Novo. Avec toute l'arène. Et aujourd'hui, on parle de centre de formation. C'est important ça, on n'en a jamais vu dans notre pays. Et c'est des milliards. N'oubliez pas le musée des rois et des reines, des Amazones du temps romain. Et au même moment, on veut réhabiliter tous les palais royaux d'Abomey. C'est des milliards. Et c'est la culture. On veut mettre au summum nos valeurs culturelles, nos traditions. Regardez un peu, François Xavier, l'engouement que nous avons des objets royaux qui sont venus de France, qu'on nous a retournés après plus de 100 ans. C'est formidable. Est-ce qu'on ne devrait pas se préoccuper un peu de tout ça? Moi, c'est un peu mon idée. Je me dis, l'élection présidentielle reste encore 3 ans. Je suis sûr que le président de la République ne peut pas se préoccuper de ça pour l'instant. Ce n'est pas son problème. Il laisse faire. Parce que... Alors vous pensez qu'il peut rester par rapport à... je crois que pour l'instant qu'il observe. Parce qu'on n'a encore eu aucune réaction de sa part. Certainement, il observe pour voir jusqu'où les gens veulent en venir. Et au départ, je m'inquiétais, je dis, oh là là, pourquoi M. Olivier Bokor va tôt en campagne? Bon, ben, il peut vous dire que lui n'en est pour rien. Il n'en est pour rien. Que je suis là, j'observe. Tout à fait. Et que c'est des amis à lui. Qui veulent faire précipiter sa candidature. Vous lui dites non, tu es un des nôtres, il faut que tu sois candidat. Parce que quand tu es candidat, que tu gagnes, nous serons heureux. Terriez-vous. J'observe. Et je veux voir jusqu'où ça peut aller. Parce que je sais qu'il y a des gens, des candidats aussi très sérieux, mais qui se taisent pour l'instant. Qu'il ne faut pas ce bruit-là. Qui n'ont pas à, je dirais, mobiliser les leurs pour que tous ces mouvements-là commencent pas à nous ennuyer. Parce que parfois, ça vous ennuie. Quand vous dites, il y a ceci, ce n'est pas encore un projet qui a abouti, qu'on est là-dessus. Imaginez-vous tous les projets de route sur le territoire national, surtout au nord, voyez-vous. C'est des milliards. Et il faut qu'on s'en préoccupe. Parce que je n'aimerais pas parler demain d'éléphant blanc. Ça me ferait très mal. Parce que quand on voit la portée de ces projets, je suis heureux de pouvoir le dire. Et je me plais à le dire. Et parfois, je dis, mais, écoutez, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Mais tellement je vois l'ambition qu'il y a derrière tout cela. Je dis, mais mon pays avance. Donc vous dites, si on vous comprend bien, ce qui se fait, en tout cas, des tranches de la population qui, disons, se mobilisent pour susciter la candidature d'Olivier Bokor, peut-être d'un autre demain. Tout cela peut perturber quelque peu le cours des événements. C'est bien possible. C'est bien possible. On devait mobiliser notre attention sur ce projet-là pour dire où on en est. Est-ce que ça évolue? Je sais de plus en plus maintenant, avec le président Patrice Talon, quand on met en branle l'exécution d'un projet, ça aboutit. Parce qu'il n'aime pas entendre parler d'éléphant blanc demain. Je me plais aussi à rappeler qu'il a dit, au cours de sa campagne, la première
mandature, Ouais. qu'il aurait aimé terminer son mandat, à la fin de son mandat, qu'on puisse le porter en triomphe. Ouais. C'est important. C'est important, il faut que ce soit cela. Pour laisser de bonnes traces à ses successeurs. C'est important. Vous savez, quelqu'un qui est là, qui travaille, personne n'est né pour mourir au pouvoir. Non. À des moments donnés, vous devez pouvoir le laisser et penser à autre chose. C'est vrai. Je me suis amusé à lire que le président Boari, avant s'il se réveillait à 8h, 9h, il dort jusqu'à 11h midi parfois. Parce que bon, ce n'est plus ça, ses préoccupations. Il est un homme libre, il n'y a plus de contraintes, et c'est quand même un autre monde, une autre vie. Pourquoi pas? On ne peut pas rester tout le temps au pouvoir, il faut faire autre chose. Donc, je n'ai pas interdit à ceux qui ont commencé, qui pensent que c'est ce mouvement qui va permettre à leur candidat demain de gagner. Mais je leur demande de faire en sorte pour aider le président à terminer les gros projets du PAG2. Voilà. Sinon, ce serait une honte pour notre pays. Voilà. Quand on observe un peu la tenue on va dire, la discipline, disons parfois chancelante, peut-être du côté du bloc républicain, là on peut observer qu'il y a une reprise en main avec Abdoulaye Biachane, qui est devenu président du parti. Est-ce que, au vu de la discipline de ces deux partis, par extension de la mouvance présidentielle, est-ce que vous pensez que la succession de Patrice Talon peut se faire, on va dire, tranquillement et qu'on n'assistera pas, disons, à une certaine pagaille entre griffes, comme on a pu l'observer par le passé? Ce qui est certain, un parti politique veut gagner les élections et animer la vie politique nationale. Le BN, le Bloc républicain, comme d'autres partis, veut bien avoir son candidat pour l'élection de 2026. Ouais. Et ce que nous avons vécu, c'est de l'agitation au niveau du Bloc républicain. Ce n'est pas nécessairement que le parti est mal géré. Et il y en a qui ont d'autres ambitions pour le parti. Hein, et on a suivi un peu tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a des militants qui ont dit au président, c'était le secrétaire général qui est devenu président maintenant du parti, monsieur le ministre d'État, non, continuez votre travail. N'écoutez pas ces sons qui sonnent à gauche, à droite, qui veulent vous induire en erreur. Ce qui est certain, un parti évolue. Et ne pensez pas qu'un parti va toujours rester tranquille. Il y en a qui ne trouvent pas encore leur compte, qui vont s'agiter un peu. Ouais. Mais la force d'un parti, c'est sa possibilité de se mobiliser et de suivre ses lignes directrices. Un parti n'évolue pas à volo. Un parti a des cadres qui réfléchissent, ils ont des structures liées aux jeunes, aux vieux, aux femmes. Il faut faire travailler les cellules de ces partis-là. Il faut faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les dirigeants et la base. Il ne faut pas tout rester en hauteur et penser que les autres n'ont rien à faire, ils ne doivent que recevoir des instructions. Non. Moi, je crois que le Bloc républicain est un parti sérieux, que j'observe, tout comme l'UPR. Oui. Ce sont des partis sérieux qui travaillent et qui ne se précipitent pas. On n'a pas à se précipiter. Un parti doit vivre, évoluer et faire en sorte qu'à chaque élection, qu'ils se battent pour gagner. C'est ça aussi, un parti. Et que, bon, les militants, qu'il n'y ait pas de chevauchement à gauche, à droite. Il faut savoir suivre les responsables du parti. Dans tous les partis du monde, il y a toujours de petites crises qui sont criées pour faire évoluer, en fait, le parti. Si vous dominez ces crises, le parti va évoluer. Mais si vous affaiblissez, ceux qui crient à gauche, à droite, pour leur cause d'abord, parce que c'est souvent ça aussi, ils auront le dessus. Donc, j'admire quelque chose de bien chez le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, bien sûr, le président du Bloc républicain, c'est son calme, sa sérénité. Un dirigeant n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, de porter des injures, de s'inquiéter. Non, il faut échanger, il faut discuter. Il m'a l'air d'un homme serein, qui sait sûrement ce qu'il veut. Et qui, quand il a une idée, il la défend. Il n'y a pas de
Donc, nous avons, au niveau des deux partis, surtout de la mouvance, qui sont représentés à l'Assemblée, je veux dire, oui. le Bloc républicain et l'Union progressiste pour le renouveau, ce sont des cadres qui sont sereins, qui savent ce qu'ils veulent. J'ai l'habitude de les visiter, de les écouter. Vous savez, on a souvent des parents à gauche, à droite qui sont dans ces partis, qui échangent avec vous. Ça me fait plaisir de les écouter. Et ils sont rassurants. Et ils disent non. C'est vrai, il y a quelques soubresauts. Mais nous allons essayer d'échanger entre nous, de faire en sorte que le parti vive pour évoluer. Il ne faut pas avoir peur des crises. Il faut avoir peur des conséquences des crises qui ne sont pas dominées, qui ne sont pas, je dirais, circonscrites. On laisse faire. Dans un parti, il ne faut pas laisser faire. Il faut écouter, il faut échanger, il faut prendre des résolutions, il faut donner des instructions, il faut faire des tournées, et il faut échanger avec toutes les composantes au niveau des militants. Et je crois que quand c'est comme ça, le parti va bien vivre. Voilà. Nous allons à présent parler de nous-mêmes, des médias. On peut dire que, disons, 7 ans de rupture, de réforme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le secteur des médias est quelque peu resté le parent pauvre de ces réformes. Et vous-même, un moment d'histoire, en 2021, sur notre plateau, vous avez été l'interlocuteur principal du président de la République quand il annonçait les réformes futures devant impacter le secteur des médias. C'était à l'occasion du remaniement ministériel qui avait eu lieu. Voilà, la suppression du ministère tout à fait de la communication. En l'occurrence. Oui. 2021-2023, ce qu'on peut aussi dire, c'est que rien n'a bougé. Même si la HAC a été mandatée pour des études exploratoires au fin de faire des propositions. Mais au final, on s'en va vers la fin de 2023 et puis on n'a rien à se mettre sous la dent. À l'heure où je peux vous parler là, maintenant sur votre plateau, il faut d'abord remercier, féliciter le président de la République. Il faut le dire franchement. Vous rappelez que je disais souvent que la presse est le parent pauvre. Je l'ai dit à maintes reprises. Ouais. Et parce que c'était réel. Et je vous disais aussi que quand vous regardez le programme d'action du gouvernement, enfin du candidat Patrice Talon, en 2016, et qui concernait le chapitre La presse, c'est l'une des meilleures recommandations, l'une des meilleures propositions que je n'ai jamais vues dans notre pays. Ouais. Et le président, la balle est aujourd'hui dans notre camp. On ne peut plus aujourd'hui continuer à dire parent pauvre, quand on nous a donné, je dirais, l'occasion de parler de nous-mêmes et de faire en sorte que nous puissions bien vivre. Je ne veux pas dire que la RAC prend de la lenteur, non. Elle consulte. Elle consulte. Hein, j'ai été consulté, j'ai apporté quelques réflexions par rapport à ce qu'on peut faire. J'ai dit, il faut que... La presse ne nourrit pas toujours son maître. Non. Et on ne gagne pas beaucoup dans nos pays avec la presse. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de grands projets. Il n'y a pas de grands partenariats entre la presse et le gouvernement. C'est quelques organes qui ont droit à cette publicité-là. Nous devons faire ce que nous proposons soit quelque chose de solide pour au moins 20, 30 ans à venir. Donc, pour l'instant, que ce soit les fêtières, l'UPMB, toutes les autres composantes qui travaillent d'arrache-pied, de concert même avec la RAC, il faut qu'on se mobilise et qu'on s'entende, qu'on s'écoute, qu'on n'improvise pas. Parce que le propre de nous autres, là, c'est que nous aimons improviser, sans tenir compte de ce que nous devrions faire pour faire avancer les choses. Et donc, du coup, est-ce que les fêtières elles-mêmes ne doivent pas se revoir on m'a dit qu'elles se voient régulièrement. Madame Latoudji, je lui téléphone régulièrement. Mon ami, pourquoi j'oublie son nom, alors qu'il travaille beaucoup, c'est lui qui a son journal... Ça va certainement vous revenir. Ça va revenir. Ils font du bon travail. Oui. Hein, et quand j'ai lu même les propositions qu'ils ont faites à la RAC, c'est formidable. C'est formidable. Vous savez, nous n'avons pas encore de maison de presse. Je vous le dis souvent. C'est pas ça une maison de presse. J'ai souvent dit aux collègues, voyagez un peu en Côte d'Ivoire. Allez à Dakar, au Sénégal. Allez en Afrique du Sud. Allez en Namibie. Mon dernier voyage, c'est en Namibie.
ce que j'ai vu comme maison de presse, oh là là. Mais une maison de presse, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que vous pouvez quitter Parakou, venez à Cotonou, et il y a de petites salles que vous pouvez louer pour travailler. Il y a de petites, sous forme de motels, il y a des salles d'études, de recherche, il y a des bibliothèques. Et il y a l'Internet, n'en parlons plus, à haut débit. Et vous pouvez de temps à autre échanger parce que les collègues peuvent venir, peuvent passer une semaine là pour des enquêtes. Nous n'avons rien de tout ça. Quand nous allons faire des conférences ou bien des séminaires à la maison de la presse et qu'il pleut abondamment, c'est une honte. L'eau est partout. Vous parlez de la maison des médias. Je parle des maisons mais ensemble. C'est pas encore ça. Alors que ça porte un très joli nom. Moi, je connais très bien notre doyen qui adore la culture. C'est lui qui a créé le journal La Ricade, dans lequel moi j'ai travaillé pendant 1 an, sans rien prendre. Je disais au doyen, je ne veux pas d'argent. Le fait que vous battiez, et ce que je lis dans le journal, ça me permet déjà de bien connaître, d'échanger, d'apprendre davantage, parce que notre métier, c'est au jour le jour qu'il faut apprendre. Et il faut se documenter, il faut s'instruire, il faut s'éduquer. Le journaliste, je vous avoue, c'est un homme ou une femme qui n'a pas de temps à perdre. Il doit toujours s'instruire, il doit toujours s'informer. On dit d'ailleurs que nous devons mieux nous informer pour mieux informer les autres. Oui, exactement. Il faut avoir les outils d'information. Non, je félicite le président de la République. Et je suis sûr, si le président demande qu'on lui propose des réformes, c'est qu'il va les appliquer. Il va les mettre en application, je n'ai aucun doute là-dessus. L'ambition est là. C'est à nous maintenant d'aller un peu plus vite. C'est vrai, la RAC veut faire quelque chose de bien. Hein, je suis allé 1 ou 2 fois déjà échanger avec les gens. J'ai senti qu'il y a, je dirais, une sérénité ambitieuse de travailler pour la presse et de gagner ce pari-là. Parce que demain, on va nous condamner. On nous a tendu une belle perche que nous pouvons saisir pour travailler pour notre propre avenir, pour changer les choses. Si nous échouons, ça va nous conduire pendant des décennies. Et je suis sûr, nous n'allons pas échouer. Non, je suis sûr. Donc la balle est dans notre camp. Encore, et dans le camp de la RAC. Dans le camp de la RAC. C'est dans plusieurs camps. Voilà. Mais quelle est la part de chaque journaliste au quotidien, indépendamment du travail c'est de travailler davantage. Ouais. Il faut qu'il y ait de petits séminaires. Nous n'échangeons pas souvent entre nous. Nous, chacun travaille dans son coin là, en vase clos. Non, c'est pas ça. Il faut que les responsables des fêtiers soient dynamiques. Et on peut avoir plein de partenaires. En attendant que ces réformes ne se mettent en place, mais et toutes ces fondations qui sont là, nous pouvons travailler avec eux pour former. Je dis, quand on ne forme pas un journaliste, mon Dieu, c'est un crime contre l'humanité. Je vous assure. Mais je me rappelle, je crois que c'était il était le commandant Bratier. Pancras Bratier. Il est général aujourd'hui à la retraite. J'ai du respect pour lui. Et c'était la première fois où le président Kérékou devait faire une visite à l'ORTB. Vous savez, en 17 ans, le président de la République a fait une seule visite chez nous. Et c'est au moment où il y avait une grosse crise, où il y avait des débrayage partout, tout le monde est en grève, l'administration, les étudiants, les enseignants. Et nous ne faisions pas grève. L'ORTB travaillait toujours. Et nous avons au moins 6 mois, 7 mois d'arriéré. Mais nous aimons le pays, nous aimons notre job, nous aimons la profession. Et le président Kérékou a dit, et nous avons décrété, avec Francis Ouzou, Gérard Migan, André Maï Johnson, Vincent Dassi, les frères Migan, Isidore Zilsou, Marcel Thiobon, nous avons dit, nous allons observer 12 heures de grève. Le président Kérékou a pris une grosse panique pour dire, attention, si l'ORTB rentre là-dedans, c'est foutu pour le PRPB. Et il est venu nous rendre visite. On a commencé vers 10 h, on a terminé à 17 h. Et qu'est-ce que le ministre Bratier, il était ministre de l'Intérieur, mais assumait l'intérim de son collègue de la communication. Et il dit, je me rappelle comme si c'était hier, il dit, un journaliste qui n'est pas formé, c'est comme si on a lancé un missile qui peut bousiller tout ce qu'il a vu sur son passage.
et qui ne va plus revenir là où on a pu tirer. Quelle est cette image? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'aime pas la profession, qui ne travaille pas au jour le jour, non, il va devenir un néant pour la profession. Nous devons chaque jour mieux nous adapter, mieux apprendre, mieux connaître, mieux échanger, mieux discuter, mieux nous informer. Il n'y a pas de journaliste paresseux, non. C'est un métier noble. C'est pas parce que je suis journaliste que je le dis, non, c'est la réalité. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup gagné. Oui, à l'ORTB, c'est des salaires misérables. Quand vous allez à la retraite, Dieu sait comment nous vivons tant pour tenir le coup. Parfois, je vois des gens qui se moquent de nous. Ils ne savent pas que nous avons porté l'étendard pour que le Bénin en soit là où on est aujourd'hui. Combien de journalistes qui ont pris part à la conférence nationale, qui ont travaillé pour que nous en soyons là, la démocratie, ont été décorés. Nous sommes les parents pauvres, on nous oublie toujours. Nous avons fait les politiciens. Beaucoup sont devenus ministres, directeurs de cabinet, ambassadeurs, députés. C'est eux qui ont été décorés. Commandant de ceci, grand croix de ceci, c'est bien. Mais pensez-moi. Est-ce peut-être que les journalistes eux-mêmes n'ont pas la juste valeur de leur profession? On se moque de nous, on ne nous prend pas toujours au sérieux. Malgré, écoutez, c'est pas tout qui est mauvais, non. Et c'est pas pour vous flatter. Je vous suis, François Xavier. Vous faites du bon travail ici à ETL. Je suis des collègues qui sont là, des techniciens. Et quand je vois comment vous nous donnez l'information, et il y a beaucoup d'organes. Oui, Canal 3, Cap FM que j'ai suivi ce matin, avec plaisir. Et quand mon doyen Jérôme Carlos, avec ses chroniques, mais j'ai du plaisir à l'écouter, à réécouter. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de valeur parmi nous. Mais non, je veux dire que les journalistes n'ont pas conscience de, ils ont conscience de leur propre valeur. Ils ont conscience, par moment, c'est pas tout le temps, mais on les aide pas. Vous savez, c'est partout, hein, même en Europe. On n'aime pas toujours le journaliste. On pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup critiquer, qui aime créer des problèmes aux autres, qui fouille, qui met son nez là où il ne devait pas le faire, alors que notre job, c'est faire aussi des investigations. Travailler pour que le pays soit au diapason des nouvelles, un peu partout dans le monde, comme chez nous. Faire en sorte que ce qui est fait soit connu. C'est pourquoi moi je me plais. Il faut véhiculer tout ce qui est noble et qui fait les valeurs de nos civilisations. Un journaliste n'est pas là pour parler seulement, par exemple, de Ndombolo. Ah, il faut parler aussi du Zéli, du Tipanti, que moi j'ai du plaisir à suivre. Nos valeurs, il faut nous les approprier. C'est très, très important. Et de faire en sorte aussi qu'on puisse nous comprendre. Il faut avoir des amis parmi les ministres. Il faut devenir aussi l'ami du président de la République pour qu'il pense de temps à autre à nous. Des députés. N'oublions pas, c'est les députés qui votent les lois. Mais pourquoi ne pas voter une loi qui nous permet de dire, écoutez, on va faire en sorte qu'on va diminuer le coût des intrants. Le papier coûte cher. Non, peut-être aussi que les politiques, en tout cas, peut-être ça va choquer ce que je veux dire, prennent les journalistes comme de simples marchepieds. C'est vrai. Vous ne mentez pas, c'est la réalité. Et c'est en cela que nous devons nous prendre au sérieux. Quand vous vous rabaissez tout le temps devant ces gens-là, et que vous n'avez pas de dignité, ben, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Moi, je dis, je peux poser mes problèmes, chacun de nous a ses problèmes. C'est pas parce que je suis dans une difficulté que je pose mon problème que je suis un va-nu-pied ou que je n'ai pas de dignité. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand vous quémandez la publicité ou du pouvoir, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Il faut se confiner de son travail et savoir que c'est une profession noble et que je dois travailler pour mon pays. Parce que il n'y a pas de domaine tabou pour le journaliste. Tous les domaines nous concernent. Et nous devons faire l'effort de nous, je dirais, qu'est-ce que je veux dire ? Nous adapter. Voilà, il faut s'adapter. Il ne faut pas dire que le temps doit être toujours cela et que nous ne devons pas évoluer. Il faut s'adapter. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Et savoir qu'il y a telle période, c'est difficile. Travaillons pour que d'autres périodes soient faciles pour nous, plus merveilleuses pour nous, plus joyeuses pour nous, plus heureuses pour nous. C'est de cela qu'il s'agit. Et
il faut se former. Il faut se former. Vous savez, de plus en plus, nous devons nous spécialiser. Le journaliste généraliste qui touche à tout, non, ça ne peut plus payer. Quand vous rentrez dans le corps, dans la profession, vous pouvez être généraliste. Mais avec le temps, commencez par choisir une branche. Moi, aujourd'hui, j'adore la culture. Avant, sans vous mentir, j'avais commencé par la santé, les soins primaires de santé, avec le grand professeur Alfred Kenom, qui était le directeur régional de l'OMS, pendant des décennies à Brazzaville. Le siège était à Brazzaville. C'est lui qui nous a donné le goût. Il a organisé une grande conférence ici. Et il a dit, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, je veux que vous vous spécialisez. Dans quoi? Dans la santé. Parce que les enfants, nos mamans, nos pères ont besoin qu'on leur donne des informations valables, qui puissent les aider à mieux prendre leur santé en charge. Et j'avais fait pendant des décennies. J'ai fait 30 ans à l'ORTB avant d'aller à la retraite. À un moment donné, j'ai dit, la santé, ça commence pas à me lasser. J'ai commencé par parler de la politique. Et ça m'a fait un peu sourire. Je menais des débats politiques. Et j'ai fini par dire non, c'est pas le meilleur pour moi. C'est la culture. Ouais. Ma culture. Je dois l'aimer. Je dois la valoriser. Je dois la sauvegarder. Je dois aider les autres à aimer leur culture. Mais c'est pourquoi vous allez constater ces derniers temps, les domaines dans lesquels le président Kérékou, le président Talon, ouais. Saluons la mémoire du président Kérékou, il a beaucoup aussi fait pour notre pays. Le président Talon, c'est surtout le domaine de la culture. Quand vous voyez, on parle de musée international du Vaudou, on parle de réhabilitation des palais royaux à Bombay, à Niki, à Kwandé, à Barakou. Beaucoup d'investissements. Il y en a énormément. Ouais. Énormément. Et vous allez voir le fort portugais, ouais. À Ouida. Tout récemment, j'étais allé, je me dis, mon Dieu, comment on a pu réhabiliter et rénover ce fort qui est si joli comme ça? Et on m'a dit, c'est pas fini. Quand tu verras le projet Marina, 300 milliards, à Ouida, voit le jour, tu sauras que Ouida est devenu un pôle important de développement culturel au Bénin. Ouais. Mais c'est important. On lie la culture au tourisme. Et c'est un lien important. Beaucoup d'étrangers, de Béninois qui se reposent ou qui travaillent à l'étranger, durant les congés, ils viendront chez nous. Ils vont voir le pays, comment il a évolué, la route de l'esclave. Ouais. C'est bien, c'est des projets porteurs. Donc, de plus en plus, nous devons faire l'effort de nous spécialiser. Voilà. C'est important. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour finir cet entretien. Nous allons parler de quelques actualités rapidement. En parlant du président Patrice Talon, ça c'est peut-être la question géopolitique et relations internationales avec le Nigeria. On a vu ces derniers temps une forme de complicité entre le président béninois et le nouveau président nigérian Bola Tinubu. Tout à fait. Comment vous appréciez ça? Je suis très heureux. Voilà. Vous savez, il y a deux personnes qui m'ont souvent parlé du Nigeria. Paix à son âme. Le premier, c'était le Monseigneur Isidore de Souza. Il dit, je te jure mon fils, Constant, nous n'avons pas encore pris la mesure de ce que le Nigeria peut nous apporter. Et ensuite, c'était feu président, oui, professeur Albert Evo Israël, qui parlait tout le temps du Nigeria, que nous sommes adossés au Nigeria, il faut vivre avec le Nigeria, il faut échanger, il faut un gros partenariat. C'est vrai. Le Nigeria, c'est un géant à nos portes, côté Est. Il faut en bénéficier. Vous savez, quand on a fermé la frontière pendant des années, j'en voulais un peu au président Buhari. J'ai dit qu'est-ce qu'il peut justifier pour qu'un voisin important comme le nôtre, qui est à côté de lui, peut bénéficier de cette, je dirais, on nous regardait avec des yeux de méchanceté gratuite, qui sont ceux-là, les Béninois, non, il faut fermer les frontières, pourquoi il veut tout avoir chez nous? J'ai pas apprécié. Est-ce que tu as des ateliers techniques? Tinubu a dit, non, moi je vais plus sponsoriser le carburant non. Pour le Bénin, le Niger. Et quelqu'un m'a dit que le président Buhari n'était pas du tout content quand il a appris cela. Qui n'est pas élu pour le Bénin, il n'est pas élu pour le Niger, ni le Cameroun. Non. Mon cher président, Bola Ahmed Tinubu, vous êtes aussi élu pour ces pays-là, qui vous aiment. Et j'ai bien apprécié. D'abord, le message que le président Talon lui a envoyé au lendemain
de son élection, c'était le meilleur message qu'il fallait. Il vit dans l'attente de très vite le voir pour travailler, pour la coopération dynamique entre le Nigeria et le Bénin. J'ai beaucoup apprécié ça. Ensuite, j'ai appris qu'à Paris, pour le dernier sommet, pour relancer le financement, le développement en Afrique, ils se sont rencontrés. Ouais. Et les images que j'ai vues, voilà, il y a de la chaleur amicale, une entente cordiale, il y a la fraternité. C'est ça que nous voulons. Et il faut qu'on trouve tous les moyens. Et ce qui m'a encore surpris, notre ministre des Affaires étrangères, il paraît qu'il a travaillé longtemps avec le président Tinubu. Je me dis, ben, mon Dieu, c'est bien, ça tombe bien. Il faut que le président Talon l'envoie régulièrement là-bas. Pour dire, va dire à ton patron que nous voulons de fortes coopérations. Nous voulons des relations amicales intenses, cordiales, fraternelles. Et nous n'accepterons personne qui voudra bloquer ces relations-là. Parce qu'on nous a trop fait perdre du temps avec la fermeture des frontières. Et puis, non, le président a été digne. Ah oui, le président Talon a été digne à travers cette fermeture. Il ne faut pas se précipiter dans les bras du Nigeria pour dire, écoutez, vous avez fermé nos frontières, nous vous prions, ouvrez. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que le Béninois soit toujours digne, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face. C'est normal, c'est ça aussi, les vicis de la vie, il faut les vivre, pour savoir comment les surmonter, relever des défis. La coopération entre Abuja et Porto Novo, c'est de plus belle. Et rien, il ne faut rien négliger. Il faut que les échanges culturels, économiques s'intensifient. Il le faut. Il faut que des groupes de spectacles aillent rapidement au Nigeria de temps à autre. Pour la culture est un lien important de rapprochement entre les peuples. Et que le président Talon, je le prie de commencer tout de suite par préparer une visite d'État au Nigeria. Une visite même de 5 jours, pourquoi pas, pour travailler sur tous les dossiers. À force, il vous prendrait comme conseiller. Ah, je l'accepterai avec plaisir. Ah oui, parce que je veux... Vous avez tant de projets pour le Bénin. Il y en a trop, il y en a énormément. C'est une occasion qui vous écoute. Je crois que le président aime bien écouter les gens. Voilà. Autre sujet, c'est l'année scolaire. On est presque au bout. Avec les examens, les premiers résultats commencent par tomber. Oui. Encore une fois, on peut dire une belle année sans anicroche particulière. Tout à fait. On peut dire que c'est réglé comme du papier à musique. Il le faut. Voilà. Il le faut. Vous savez, les grèves perlées qu'on vivait perturbaient l'éducation nationale. Ça ne me permettait pas aux enfants de suivre les cours, les enseignants de bien préparer, de prendre les enfants en charge. Il faut féliciter les 3 ordres d'enseignement. C'est des ministres, quand je les vois par rapport aux prises d'opposition, leurs déclarations, je trouve qu'ils se préoccupent de l'avenir de nos enfants. Mais décidément, vous avez de bons mots pour tout le monde. Hein. Non, c'est ce que je constate. Ouais. Quand c'est mauvais, je le dis. Vous me connaissez bien pour ça. Ouais. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et j'ai quelques mots particuliers pour le directeur de l'office du bac. Vous savez, depuis des années, le baccalauréat est toujours bien préparé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Parce que j'entends ce qui se passe au Togo, surtout dans l'UEMOA, les pays de l'UEMOA. Et on nous a félicités pour la manière dont nous organisons les élections. Ah, mais c'est bien. Ah, parce que si c'est mauvais, il faut le dire. Mais quand c'est bon, il faut encourager ceux-là pour qu'ils fassent mieux. Vous voyez? Sinon, avant, c'est toujours des tricheries, des fuites, surtout au niveau du bac. Mais depuis au moins 10 ans, je n'en ai plus entendu parler. Ça veut dire que des efforts sont faits. Il faut féliciter tous ceux-là qui entourent le DOB et qui travaillent. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique. Vous voyez tout ce qui se passe sur nos campus? C'est réorganisé. Je ne dis pas que tout est bien, tout est beau et que c'est fini. Ah non! Il faut penser à encourager les chercheurs. Le budget pour la recherche scientifique est dérisoire. Il faut augmenter. Et puis, vous savez, il y a quelque chose qui me gêne. Et il faut réfléchir. Je ne sais pas si c'est une commission que le ministre, Madame la ministre, devait mettre sur pied. Vous avez des enfants qui font des recherches, qui soutiennent et qui présentent de jolies thèses, de jolies mémoires. Mais dès qu'on termine, on met ça dans les placards. C'est-à-dire que 3 ans, 4 ans, on ne fait rien de ces mémoires-là. Non. Il faut. Et chaque fois, on dit mention bien, mention très honorable. Ça veut dire que c'est des recherches qui ont été faites.
Mais qu'est-ce que nous faisons de ces recherches-là? Rien, je vous avoue. On dit lutte contre l'environnement, contre la désertification, la protection de la nature, faire en sorte que l'agriculture devienne réellement la base de notre développement. Mais toutes ces thèses-là qui sont produites, chaque année, imaginez-vous le nombre de thèses. Je suis sûr, on n'en fait rien avec. Ça dort dans les tiroirs. Dès qu'on dit, ah, tel monsieur, telle dame, félicitations du jury, avec même publication du mémoire, vous êtes heureux, vous applaudissez. On vous applaudit, parce que j'ai des parents qui le font régulièrement. Mais 2-3 jours après, on a déjà oublié que vous avez soutenu quelque chose de très bien, qui peut porter, donner un sens à notre développement. Il faut revoir ça. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Yeah. Quand il y a un mémoire qui est bien fait, une thèse qui est soutenue, on s'approprie tout de suite. Et on dit comment il faut mettre cela en exergue par rapport à nos pratiques. Je ne vois pas ça chez nous. Donc il faut revoir cela. Il y a une commission qui doit étudier comment il faut prendre en compte les mémoires, les thèses qui sont produites et qui devaient nous aider à développer certains secteurs vitaux de notre économie. Il faut faire un effort dans ce sens-là. D'accord. Voilà, nous allons presque finir avec les points essentiels de cet entretien. Peut-être finir sur un domaine que vous connaissez très bien en tant que professionnel de la communication, la lutte contre le terrorisme. Oui. On a vu notre confrère Ozias Sounouvou, disons, mener des reportages, des investigations oui. intéressantes. On a vu qu'au niveau des équipements, il y a, on en a eu. Il y a beaucoup d'efforts, comme le président l'avait promis. Il y a beaucoup d'investissements. Au vu de ce qu'on a eu comme image également, les soldats sont quelque peu aguerris au combat. Oui. À la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut, disons raisonnablement, on ne veut pas dire qu'on est à l'abri de toute incursion, mais on est quand même paré pour mener bataille. Je crois. Une fois encore, vous allez dire que je ne vois que du bien. Non. Dans ce domaine, je dois les féliciter. C'est pas facile, hein, la lutte contre le terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au Burkina et au Mali? Tout récemment, j'ai appris 34 soldats burkinabés ont été bousillés. C'est le terme qu'ils ont utilisé là-bas, bousillés. Et pourtant, des terroristes aussi ont été pris dans la lasse. Hein. Mais ça m'effraie par rapport au Mali, au Burkina, le Nord Tchad, le Nord Cameroun, avec Boko Haram. Mais chez nous, c'est circonscrit. Et un effort est fait, je vous assure. Eux-mêmes, ils sont inquiets. Quand vous échangez avec le général Fructueux Baguidi, le chef d'état-major général des armées, avec la hiérarchie militaire, chef d'état-major de l'armée de terre, la garde républicaine, tout cela. La garde nationale, voilà. En fait, je voulais parler de la garde nationale. Voilà, merci de me l'avoir appelé. Ils se préoccupent de l'avenir de notre pays, la défense du territoire national, de l'intégrité du territoire national. Ils sont faits pour ça, c'est leur job. Hein, c'est vrai, il faut les épauler. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être seulement l'affaire des militaires. Non. Et ils ont besoin, par exemple, d'informations. Quand je suis dans un quartier que je trouve qu'il y a des gens, et que c'est la nuit seulement qu'ils sortent, le jour on ne les voit jamais, je dois m'en inquiéter et informer la hiérarchie, ou le commissariat le plus proche. Les militaires qui sont quelque part, que je trouve, il faut les informer. Nous devons avoir comme vision que c'est notre pays. Et que ce n'est pas seulement le pays des militaires. C'est notre pays à tous. Et que nous devons... qu'on devienne un pays de délation Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ça c'est pour vous titiller. Non, vous avez raison. Vous faites votre job comme ça. Mais un pays sérieux, où la lutte est prise très au sérieux. Et je remercie le gouvernement. Parce que les moyens de défense que j'ai vus là, c'est beaucoup de milliards. Et il y a des partenaires, la France, les États-Unis qui nous soutiennent. La coopération belge, c'est important. Et au niveau de la CEDEAO, il faut qu'on accentue le travail commun. Il faut échanger les informations. Vous voyez ce qui se passe au Nord Togo? C'est très sérieux et parfois c'est plus difficile que ce que nous vivons ici, je vous assure. Et tout récemment... les afflux de réfugiés. Oui, plein. C'est souvent comme ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan.
Le Tchad est en train de vivre un drame. Plus de 100 000 réfugiés déjà, surtout des femmes et des enfants. Maintenant, je suis déçu par le comportement des deux généraux au Soudan. C'est pas normal. On ne se bat pas pour soi-même, pour ses propres intérêts. C'est quoi ça? Le Soudan est un pays qui doit vivre tout le temps comme ça? Avec toujours le malheur. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire à ne pas quitter la scène pour dire nous laissons le pouvoir aux civils? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout pour eux seuls? Moi, j'ai imaginé, mais que fait l'ONU, les Nations Unies? Que font les Nations Unies? Il y a une médiation en cours, mais apparemment... La médiation ne fera rien, vous allez voir. Il faut de temps à autre utiliser la force contre la force. C'est ça. Puis ce sont des militaires, ils veulent la force. Tout de suite, on décrète un minimum de cessez-le-feu, et le lendemain, c'est un général qui dit qu'il ne reconnaît pas ce cessez-le-feu. C'est de la foutaise. Et c'est les civils qui paient le loup tribut dans cette guerre inutile. On n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'ils s'entendent. Ouais. Ces deux généraux, nous nous entendons, c'est nos populations qui souffrent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir que la médiation ne portera pas beaucoup de fruits. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis en train d'envisager ce que je devrais voir venir. Donc pour ce qui nous concerne, on peut... on peut dire chapeau, mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer. Il faut être très vigilant. Avec les terroristes, les anarchistes, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut jamais baisser la garde. Il faut rester très vigilant. Ils viennent quand on ne s'y attend pas. Parce que eux, la mort ne leur dit rien. C'est des loulous fantaisistes qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Sinon, quand même, la personne humaine, elle est sacrée. Donc on peut dire de ce point de vue que, parce que le président de la République avait pris à témoin la nation plusieurs fois devant l'Assemblée nationale, de mettre les moyens à disposition, on peut dire qu'il tient parole et que, voilà. Et que, bon, aujourd'hui, nous devons continuer à soutenir nos militaires, notre armée, et faire en sorte que ce combat devienne le combat de tous les Béninois. Voilà. On a fini. Mais avec plaisir, ça passe vite, oui. Je ne sais pas si on a pu essayer quelque chose. Bon, en tout cas, on a essayé, on a dit, on a parlé. Je souhaite beaucoup de plaisir à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices et que ETélé continue ce beau travail. On a du plaisir à vous écouter, je ne le dis pas pour flatter. C'est l'une des chaînes que je suis régulièrement. Pas vos chroniques, vos débats, vos échanges avec les Béninois. Que ça continue. La presse ne doit jamais dormir sur ses lauriers. Nous avons énormément à faire pour aider les Béninois à évoluer, pour aider notre nation à se retrouver, à garder le tempo qui devait nous permettre d'évoluer, de développer notre pays. Et que nous avons beaucoup de défis à relever. Et Dieu nous aidera à le faire. Voilà, merci Constant Abidinkou. Merci de nous avoir accordé un peu de temps ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien rédacteur en chef du journal télévisé de l'ORTB. Merci pour ces échanges et qui, je l'espère, vous auront permis, vous qui nous suivez ce matin, de glaner ici et là quelques éclairages sur des sujets d'intérêt national. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le duel de dimanche. C'est politique.